Attention, 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 attention. Qu'est-ce qui se passe? C'est la structure principale. Il y a un problème. Erreur, 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 erreur. Quelle est l'erreur? Quelle est la solution? Revérifier. 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 Depuis le début de cette émission en 2002, plusieurs phrases sont devenues cultes et nous représentent assez bien. Il y a eu... En cas de doute, le C4. Sans oublier... La vache! Cours! 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 Bien évidemment, il y a le très grand classique... L'échec est toujours une option. Eh bien, on s'est souvent planté. Oui, mais ce qui me plaît dans cette émission, c'est que si on fait une erreur, on améliore notre méthodologie et on retente l'expérience. C'est exactement le but de cet épisode. On va répondre aux critiques des fans presque pour la dernière fois. On fait quoi? On va revérifier 2 mythes que les fans pensent qu'on a ratés. Ce qui est à l'épreuve des balles. Dans 3, 2, 1... Et ce qui est à l'épreuve des bombes. Oh, mais d'abord, tu te souviens du drift de San Francisco? Bien sûr. Ouais, bébé. Cette fois-là, on a prouvé sans l'ombre d'un doute que la conduite en drift sur l'asphalte n'était pas plus rapide qu'une conduite rapide classique. Mais d'après les fans, si on avait fait le test sur de la terre, le résultat aurait été différent. Donc, on va se remettre au drift? Oh que oui! Oh, c'est parti! Quand Adam et Jamie ont dérapé pour la science pour la première fois, J'hallucine! Waouh! ils ont prouvé que le drift n'était vraiment pas plus rapide que la conduite classique. Mais ils ont fait tous leurs tests sur du tarmac. Et les fans se sont insurgés. Cette fois, ils ont choisi un endroit beaucoup plus poussiéreux. Ils vont mettre la gomme pour la session de dérapage contrôlé de cette dernière saison. Ça m'a l'air parfait. Ouais, ça va déraper dans tous les sens, pas vrai? On y va! Je me trouve dans une carrière à Ione, en Californie. Le lac derrière moi vous semble peut-être familier, parce qu'on y a fait exploser un tas de trucs. On a fait exploser un bateau. On a même fait exploser des requins. Par contre, on n'a jamais essayé de faire des drifts ici jusqu'à aujourd'hui. Le lac est entouré de magnifiques pistes d'argile toutes lisses. Ce sera parfait pour le drift. Pour faire une course, il faut une piste. On va créer la nôtre. Oui, avant de conduire dans la poussière, C'est la ligne de départ. ils doivent d'abord délimiter la piste. Attends, ralentis. Ils pourront ainsi réellement tester ce mythe. Pour comparer le drift à la conduite rapide, il faut que la piste contienne à la fois des virages et des lignes droites. Comme ça, le test sera vraiment cohérent. Au total, la piste offre plus de 3 km de courbes et de virages. Leurs talents de pilote vont pouvoir être réellement mis à l'épreuve. Donc, quel est le plan? Souvenez-vous, lors du dernier test, nous avons déterminé que la conduite classique était la plus rapide. On a un résultat, c'est magnifique. Les fans nous ont écrit pour nous dire que sur Terre, le drift serait plus rapide. C'est ce qu'on va tester. Jamie garde le contrôle. C'est lui qui va conduire de façon classique et tenter de faire le tour de la piste aussi vite que possible sans jamais drifter. Moi, je vais faire le contraire. Je vais faire le tour de cette petite piste en travers, si j'y arrive. Il est crucial de bien négocier la piste. Adam décide finalement de faire le tour de repérage en 4x4. Ce n'est pas le genre de voiture qu'ils utiliseront après. Bon,
Je m'apprête à faire le tour d'essai. 3 points importants. Premièrement, la ligne d'arrivée est la même que la ligne de départ. C'est assez facile. Deuxièmement, la piste fait presque exactement la même taille que celle de notre premier test. Et troisièmement, ce sera du drift sur Terre et il y aura beaucoup de drift. C'est parti! Je viens de passer la ligne de départ. Tout de suite après, il y a un gros virage en épingle. Oh, cette piste est géniale! Après l'épingle, suivent des courbes et des virages plus légers, C'est que le 3e virage. avant une longue ligne droite. C'est juste pour le plaisir de prendre un peu de vitesse. Puis la piste devient encore plus compliquée. On arrive sur la 2e moitié du circuit. Un virage serré à droite, avant d'arriver à la partie la plus délicate de cette piste. Un virage en épingle à 180 degrés. Et quelques courbes plus tard, On va atteindre la ligne d'arrivée. Ça y est. Et voilà. C'est vraiment un super circuit. J'ai hâte de le refaire avec une vraie voiture. C'est bon, arrête-toi là. le premier à attaquer la piste est notre pilote garanti sans dérapage, j'ai nommé James Franklin Heinemann. Premier chrono officiel. Conduite contrôlée. 5, 4, 3, 2, 1, go! Jamie va faire 2 tours de piste, pied au plancher. Son meilleur temps servira de référence à battre pour Adam. Ouais, bébé! Pour que la comparaison soit juste, il est crucial que Jamie ne dérape pas du tout. Et c'est parti. Sur une piste en terre, ce n'est pas chose facile. Pour être sûr de ne pas déraper, je m'en tiens à viser la corde. Je freine le plus tard possible à l'approche d'une courbe. Ouais! J'essaie de prendre le virage le plus vite possible sans perdre d'adhérence et j'accélère en sortie de virage comme un fou. Il atteint la vitesse maximale de 84 km/h Ouais! sans jamais perdre d'adhérence dans les virages. Jamie finit son tour en... 2 minutes et 24 secondes. Après quelques réglages, on passe au 2e et dernier tour. 3, 2, 1, go! À chaque démarrage, il déclenche une tempête de sable. Une fois encore, Jamie repousse ses limites et celles de la voiture en enchaînant les virages On va regarder dans la voiture si Jamie s'amuse. et son temps pour ce tour. Bon, le voilà. Ça a l'air plus rapide. Oh, il va à fond et... 2 minutes et 22 secondes. Waouh, c'est du rapide. Ce n'est pas seulement rapide, c'est une prouesse technique. À aucun moment, Jamie n'a dérapé. Il a gardé le contrôle. Avec cette voiture et compte tenu de ma conduite, je ne pouvais pas aller plus vite que ça. Adam va maintenant essayer de faire mieux. Mais avant, il y a une autre revérification à faire. Il est maintenant temps de retrouver un univers qu'on connaît bien, toi et moi. Qu'est-ce qui est à l'épreuve des balles? Pourquoi? Pour commencer, des fans nous ont envoyé une histoire très intéressante, celle d'un aquarium soi-disant par balle. Je veux essayer ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais d'abord, on va revenir sur le tout premier truc sur lequel on a tiré. Ceci, un simple briquet en laiton. Il n'a pas du tout résisté aux balles. Absolument pas, non. Les fans pensent qu'on se trompe. Selon eux, il y a forcément un scénario dans lequel un briquet peut stopper des balles. Bon, j'imagine qu'il est temps d'essayer. Tirer sur des trucs nous amuse depuis des années dans Mythbuster. Si on a tiré sur des centaines d'objets, c'est principalement pour déterminer clairement ce qui est par balle et ce qui ne l'est pas. Des boucles de ceinture, Oh, ça l'a transpercé. Regarde la boucle, elle a retenu la balle. des voitures, C'était plutôt cool. des pizzas. Regarde mon nouveau gilet par balle. Mais tout a commencé avec ceci. Un simple
Briquet plutôt amusant. Il y a 12 ans, on a déterminé qu'il n'était absolument pas à l'épreuve des balles, en le transperçant d'une balle de 22. Attention. À l'époque, en 2004, Adam et Jamie ont explosé un briquet. Tu l'as pas raté. Les fans se sont insurgés parce qu'un article de presse assurait qu'un briquet de ce genre avait réellement arrêté une balle lors d'un braquage. Pour cet épisode, nous allons donc refaire le test et ainsi mettre fin à un débat vieux de plus de 10 ans. On va utiliser un fusil de calibre 22 qu'on charge avec des munitions chemisées d'une vitesse initiale de 430 mètres par seconde. Est-ce que cette fois, le résultat sera vraiment différent? Ce que je fais là, vous allez adorer. C'est juste pour poser le briquet. Allez, Pour être sûr du résultat, il ne lésine pas sur les moyens. à nos débuts dans Mythbusters, pour avoir le meilleur point de vue possible sur une balle qui traverse un objet, le seul moyen qu'on avait était de faire des arrêts sur image sur la vidéo. Mais en 13 ans, il y en a eu du progrès de ce côté-là. Et voici notre nouvelle caméra à ultra grande vitesse. Elle va enregistrer notre tir à 28 000 images par seconde et en haute définition. Là, on a une seconde caméra à haute vitesse. Elle va enregistrer à 6 900 images par seconde. Grâce à ça, on aura le meilleur point de vue possible. Les caméras sont prêtes, le spectacle peut commencer. C'est notre premier tir. Un briquet contre un tir direct en pleine poitrine avec un fusil calibre 22 et des balles chemisées. Prêt? Feu dans 3, 2, 1... En plein dans le mille. Je trouve que c'était un tir parfait. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Buster Angel. La balle a complètement traversé le briquet. Il y a du coton qui provient du briquet dans la blessure de Buster. Je pense pas m'avancer trop en disant que cet homme est mort. Il est mort, Jamie. Cette expérience s'est merveilleusement déroulée. Jamie a appuyé sur la détente, la balle a fusé à 430 mètres par seconde et... bim! Elle a atteint le briquet en plein dans le mille. Mais comme en 2004, la balle ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué son chemin jusqu'à presque traverser Buster. Et la voilà. Le briquet n'a pas empêché la balle de passer. Pourquoi tant de gens nous disent qu'on a tort? Comment est-il possible qu'un briquet ait arrêté une balle, comme dit dans l'article? Une seule chose nous vient à l'esprit. Il est juste impossible que la balle dont on parle ait atteint cet homme directement. Elle a probablement touché quelque chose d'autre avant de l'atteindre. C'est ce qu'on s'apprête à tester. Pour cela, on va faire appel à l'un de nos amis irlandais, grand expert en balistique, Rick O'Shea. Tout de suite, la dernière revérification des Mythbusters. Tout le monde à couvert! Adam et Jamie veulent que ça pète. Waouh! Oh mais... Mais d'abord, est-ce que le briquet arrivera à échapper à son destin? Depuis 2004, Je vous vois! les Mythbusters ont testé la résistance aux balles de plus de 35 objets du quotidien. Dites-moi que je rêve! Mais est-ce qu'une rumeur sur le net pourrait mettre à mal la conclusion de leur tout premier test? Il semble que non. Le nouveau test effectué pour cette émission leur a fourni le même résultat. En plein cœur. Mais tout n'est pas perdu pour le briquet. On va maintenant tenter de tirer une balle avec un ricochet. On a déjà fait l'expérience du ricochet lors de nos tirs volontairement. Lors d'un précédent épisode, on a découvert quelques informations importantes concernant le ricochet. Je vois un trou en moi. Le meilleur matériau pour faire ricocher une balle est un parpaing en béton. On va l'installer et choisir l'angle qui nous permettra de toucher le mannequin. En théorie, en rebondissant sur le béton, la vitesse de la balle sera réduite à tel point qu'un briquet pourrait effectivement l'arrêter. Je pense que ça devrait le faire. Mais il est bien connu que les ricochets sont imprévisibles. Ils font donc un premier test sans le briquet. Ça peut s'avérer compliqué de trouver le bon angle. On a fabriqué un petit quelque chose qui, on l'espère, nous facilitera la tâche. On a monté le fusil sur un socle ici. Il est orienté vers notre parpaing qui va servir pour le ricochet, ici. On espère que la balle rebondira juste là et qu'elle atteindra le morceau de carton qu'on a placé ici. Elle y laissera un trou dont on pourra se servir pour placer notre mannequin avec son briquet plus facilement. Tout est installé pour le ricochet. T'es prêt à tirer? Ouais. Pour le premier test, le parpaing est orienté à un angle de 45 degrés par rapport au fusil. Feu
Dans 3, 2, 1... La balle ne laisse aucune trace. Elle n'a pas touché le carton. On va regarder les images et voir où elle est partie. D'accord. Oh, waouh, d'accord, la voilà. L'angle du ricochet était beaucoup trop large. Ouais, donc il faudrait qu'on réduise l'angle alors. Pour notre premier tir, avec un angle de 45 degrés, la balle a tellement rebondi qu'elle est passée au-dessus de notre cible en carton. On va donc réduire l'angle d'inclinaison de notre parpaing. On réessaye et on voit ce qui se passe. Pour le deuxième test, Adam réduit l'angle à 25 degrés. 3, 2, 1... Waouh! Cette fois, la balle atteint bien la cible, mais seulement après avoir explosé en morceaux. On a 4 impacts. Ils réduisent donc encore l'angle à 15 degrés. Dans 3, 2, 1... De cette façon, ils obtiennent le ricochet qu'ils espéraient. Non seulement la balle atteint la cible, mais elle reste aussi en un seul morceau. C'est parfait. Il y a un énorme impact et une petite entaille à côté. Buster peut donc faire son grand retour. Te fais pas un claquage, mon vieux. On l'aligne de façon à ce que le briquet se trouve exactement à l'endroit de l'impact de la balle dans le carton. C'est absolument parfait. Jamie installe ensuite un nouveau parpaing. Parfait. Tout est prêt, mais une légère appréhension subsiste. Et voilà. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous nous apprêtons à tirer une balle chemisée de calibre 22 sur un parpaing en béton pour atteindre un briquet. Le but est de voir si elle le traverse ou si elle rebondit. Allez, tire sur briquet si possible dans 3, 2, 1... Le briquet est tombé du mannequin. Ça veut dire que quelque chose l'a touché et il se pourrait que ce soit notre balle. Chose incroyable, la balle a ricoché et a touché le briquet dès la première tentative. C'est comme si on savait ce qu'on faisait. Mais est-ce que le briquet a sauvé la vie de Buster? Waouh! La balle l'a touché exactement là où on l'espérait. On a visé juste. Et clairement, la balle a rebondi sur le briquet. Ce n'est pas seulement une prouesse, c'est aussi probant. Si on tire une balle de 22 directement sur le briquet, elle le traverse. Mais si la balle rebondit d'abord sur du béton, même sous un angle faible, dans ce cas, le briquet l'arrête. Maintenant, je veux bien croire qu'un briquet comme celui-ci ait pu sauver une vie, parce que désormais, on sait comment c'est possible. Voilà qui donne raison aux téléspectateurs. 10 ans plus tard, on réalise qu'un briquet peut en effet arrêter les balles, à condition que les balles en question aient d'abord ricoché. Ce test a donc désormais une nouvelle conclusion. L'un des mythes se révèle donc finalement possible, et on revient maintenant à notre session de drift. Jamie vient de terminer un tour en un temps record, Regardez-moi ça! sans jamais perdre l'adhérence. 2 minutes et 22 secondes. Je tiens à préciser qu'on ne remet absolument pas en cause les résultats obtenus lors de notre premier test. Dans les films hollywoodiens, on essaie de nous faire croire que déraper dans les virages est plus rapide que de rouler normalement. On a prouvé sans l'ombre d'un doute que conduire normalement était bien plus rapide sur l'asphalte. Mais des fans nous ont écrit pour nous dire que le résultat serait différent sur Terre. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Nous avons choisi de rouler sur cette piste de terre, d'abord en conduisant normalement, puis en drift, pour vérifier ce qui est le plus rapide. On veut voir si nos fans ont raison. Souvenez-vous que le tour le plus rapide de Jamie pour la conduite contrôlée est de 2 minutes 22. Adam se prépare maintenant à faire des dérapages de pro. On y va. 3, 2, 1, go! Parviendra-t-il à faire mieux que Jamie? Adam attaque. On met les gaz. Ouais, c'est ça! Il est tout de suite obligé de procéder à un savant mélange de braquage, de freinage et d'accélération. Ouais! Pour perdre son adhérence et partir en dérapage, J'utilise la puissance pour guider la voiture. Ouais, bébé! à chaque virage. Ouais, ça c'est du drift.
Le mythe veut que le fait de déraper à chaque virage est la façon la plus rapide de conduire. Oh ouais! C'est ça! Vrai ou faux? Je vois la ligne d'arrivée. J'ai fait combien? 2 minutes 24. 2 minutes 24? C'est presque exactement la même chose que toi. Bon, je vais réessayer. D'accord. Ouais! Pour le deuxième et dernier tour, Adam met à nouveau le pied au plancher. Ouais! Oh, c'est dingue! Cette fois, arrivera-t-il à faire mieux que Jamie? Ouais, c'est ça! Ouais, allez! Ou est-ce que ce mythe sera à nouveau démenti et réduit en poussière? Oh, c'était tellement bien! C'était trop cool! J'ai fait combien? 2,23. J'hallucine! C'est génial! Bon, une fois que la poussière est retombée, on en est où? Le meilleur temps de Jamie sur ce circuit sans faire de dérapage était de 2 minutes et 22 secondes. Mon meilleur temps en dérapant dans tous les sens sur cette piste est de 2 minutes et 23 secondes. On peut dire qu'on a quasiment fait le même temps. C'est vrai. Ces deux chronos, pour deux pilotes de même niveau, sont quasiment identiques. Mais en regardant les images de plus près, on s'aperçoit d'une chose. Sur tout le parcours, Jamie et moi avons des temps identiques. Mais regardez, sur cette courbe légère, nous avons superposé les images des deux voitures. On voit clairement que Jamie gagne de la vitesse sur moi, parce que je perds de l'adhérence en dérapant. Mais regardons maintenant un virage serré. Cette fois, c'est moi qui suis plus rapide, parce que je perds moins d'élan. Donc, dans certaines occasions, sur Terre, le drift est plus rapide. Mais le test portait sur le fait que le drift est toujours plus rapide que la conduite contrôlée. Ça, on ne peut pas le confirmer. Il était une fois un mythe selon lequel le drift est plus rapide que la conduite normale. On a fait le test sur l'asphalte et en sommes venus à la conclusion que c'était bidon. Mais les fans n'étaient pas d'accord et nous ont dit que le drift était réellement plus rapide si on conduisait sur une piste de terre. On a donc fait le test et notre conclusion? Bidon. On s'en va, si possible sans dérapage. Tout de suite, J'adore ces poissons robots. on se jette à l'eau et on fait un boom de fin de série. Voici notre épisode spécial de fin de série. On va vérifier. Qu'est-ce qui nous attend? J'ai cru comprendre qu'on finissait en fanfare. Ouais, on va faire un test explosif avec le retour de « Qu'est-ce qui résiste aux bombes ?» On a déjà fait plusieurs tests et les fans n'ont rien trouvé à redire. Mais ils ont une nouvelle théorie à tester que j'adore. Ils disent que la meilleure protection contre une bombe, c'est une autre bombe. Plus précisément, si deux bombes de charge égale explosent simultanément, leurs ondes de choc s'annuleront à leur intersection. Et si on se trouve à cet endroit précis, on ne risque rien. Jolie théorie. Je suis d'accord. Allons faire péter des trucs. Ah! Qu'est-ce qui résiste aux bombes? T'as pas explosé, c'est bien. Ces tests sont les préférés de nos fans depuis des années. On ne pouvait donc décemment pas envisager de finir la série sans faire un de ces fameux tests qui finissent toujours dans un grand boom. C'est mon endroit préféré pour les explosions. Moi aussi. Allons-y. Nous allons tester le mythe des explosions qui s'annulent. On aurait pu se contenter de 2 petites charges sur le champ de tir sans fioriture. Au lieu de ça, nous voilà de retour à Ion parce qu'on veut faire ce test sur l'eau. Pourquoi? Parce que ce mythe repose sur les ondes de choc et on a réalisé lors d'un précédent test Ah! que les explosions sur l'eau permettent d'obtenir une image vraiment nette de l'onde de choc. Non seulement parce que l'onde en question est visible dans l'air, mais aussi parce qu'elle laisse une trace très nette à la surface de l'eau. Le lac nous permettra donc de mieux voir les ondes de choc, mais il nous permet également de vous expliquer ce qui va se passer.
Dans quelques instants, vous allez voir des images superbes à haute vitesse, montrant les ondes de choc causées par une double explosion simultanée à la surface de l'eau de ce magnifique lac. En attendant, je vais utiliser ces cailloux pour vous expliquer ce qui va se passer. On fera d'abord exploser 2,5 kg de TNT. On aura une première image de l'onde de choc causée par l'explosion, comme ça. Vous voyez les ondulations qui se propagent? Le résultat sera sensiblement le même. Nos capteurs de pression pourront enregistrer l'intensité de l'onde au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de l'épicentre de l'explosion. Une fois que l'on aura ces données, on pourra passer à nos deux explosions simultanées que je symbolise avec ces deux cailloux. On peut voir que les ondulations se rapprochent l'une de l'autre, puis entrent en contact. C'est justement cette zone où les ondes de choc se rejoignent que l'on va étudier pour ce test. Si ce mythe est vrai, on devrait constater une baisse d'intensité conséquente de la pression de ces ondes quand elles se rencontrent. Pour le test, Jamie va remplacer les cailloux par quelque chose qui peut s'avérer un tout petit peu plus dangereux. Voici les explosifs. Il y a 2,5 kg de TNT ici. On a fabriqué des plateformes flottantes. Dans le trou, il y aura une tige d'environ 1 mètre de haut. La bombe sera dessus et le tour est joué. Pendant ce temps, Adam fabrique la plateforme pour les capteurs. Génial! Toute l'expérience repose sur les données enregistrées. Je fabrique une plateforme de 2,50 m sur 30 cm qui flottera à la surface de l'eau. Sur toute la longueur de cette plateforme, je perce 7 trous espacés de 30 cm. Un chapeau, ça sert à ça aussi. Dans chacun de ces trous, je place un tuyau de 2 mètres de long. Parfait. À l'extrémité de ce tuyau, on place des capteurs de pression qui mesureront l'intensité exacte de nos explosions. Et de 1. On fixe un câble à chacun de ces capteurs. Il ressortira à l'extrémité de chaque tuyau et recueillera toutes les informations qu'il nous faut. Ce montage peut paraître très compliqué. Oh! C'est bon. Mais son utilisation est pourtant très simple. Une fois l'installation en place sur le lac, une première explosion sera déclenchée. Les 7 capteurs de pression installés sur la plateforme pourront enregistrer l'intensité de l'onde de choc liée à l'explosion. On passera ensuite à la deuxième étape. 2 bombes de charge identiques seront déclenchées en même temps et les capteurs enregistreront la pression des ondes de choc à l'endroit où elles se rejoignent. On verra si elle augmente, si elle diminue ou si elle reste exactement la même. On se met en place. Le montage est enfin prêt à être installé. Cool. Adam et Jamie doivent maintenant le placer au centre du lac pour la première explosion. Et la manœuvre n'est pas aussi simple que l'on pourrait le croire. C'était intéressant. Jamie et moi, on allait installer les capteurs pour le premier test, et soudain, le vent s'est levé. Oh, mais... En fait, on s'est retrouvé coincé au centre d'une sorte de mini-tornade. Ça va? Ouais. C'était... Oh! C'était comme se prendre des briques en plein visage. D'un seul coup, j'ai senti mon chapeau s'envoler. Celui de Jamie aussi. J'avais jamais vu un truc pareil depuis le temps qu'on vient ici. Ouais, c'était bizarre. Les garçons n'avaient pas vraiment besoin de ça. Mais il en faut plus pour les arrêter. Ça va flotter. Cool. Il est maintenant temps de placer la bombe de contrôle. 2,5 kg de TNT placé à 1 mètre au-dessus de la surface de l'eau et à 1,50 m du premier capteur. Parfait. Il procède aux dernières vérifications. Nous avons placé des capteurs de pression sur la plateforme. Adam va aller jusqu'à la plateforme dans son petit bateau et poser son pouce sur les capteurs. Il va appuyer sur chacun d'eux. Pendant ce temps, Dave va regarder les données reçues sur l'ordinateur. De cette façon, on pourra vérifier que tout fonctionne correctement. Commence par l'extérieur. 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4... Ils fonctionnent tous. 7 sur 7. Ils sont maintenant sûrs de pouvoir s'appuyer sur les capteurs. Tout le monde à couvert! Tout le monde à couvert! Tout le monde à couvert! Ça y est, on passe aux choses sérieuses. Explosion de contrôle, 2,5 kg dans... 3, 2, 1... Wow! Ça, c'est de la bombe! Ouais. Mince!
La plateforme centrale est encore là. Et notre drone vole toujours. Eh ben, c'était intense. En ce qui concerne l'explosion de contrôle, on ne pouvait pas espérer de résultats plus nets. Quand je dis net, je ne veux pas dire propre, parce que Jamie est en train de ramasser les débris de mousse qui flottent à la surface de l'eau. Mais l'explosion s'est parfaitement déroulée. Et on a récupéré des données parfaites de nos 7 capteurs. C'était génial. Pour cet épisode spécial revérification de test, Adam et Jamie ont prouvé qu'un briquet pouvait finalement arrêter une balle. Hey, regarde! Mais ils n'ont pas fini de tirer. Côté quels objets sont à l'épreuve des balles, les fans nous réclament souvent un test qu'on n'a pas encore fait. Voilà le scénario. Un homme aurait survécu à un tir de fusil à bout portant grâce à un aquarium de 120 litres placé entre le tireur et lui. Cela aurait complètement arrêté la balle. On ne sait pas quel était le type de balle utilisé pour tirer sur l'aquarium. Donc, on va devoir en essayer plusieurs. On ne voudrait pas noyer le poisson. Voici donc le tout dernier test. Qu'est-ce qui résiste aux balles des Mythbusters? Parfait. Adam ne veut donc pas faire les choses à moitié. C'est pas parce qu'on va tirer sur cet aquarium qu'on ne peut pas le rendre joli. Je vais faire un peu de déco d'intérieur. Je commence par le gravier. C'est trop joli. Adam suit la règle habituelle des Mythbusters. J'adore. Pourquoi en faire juste assez? Oh, il marche. Quand on peut en faire trop. Pendant ce temps, Jamie sort le gros calibre. Ce fusil-là, ça plaisante pas. C'est un fusil à pompe classique de calibre 12. On va faire 3 tests de tir en utilisant 3 types de cartouches différentes. Des plombs, de la chevrotine et une cartouche à balles. Les garçons aiment finir en beauté. Ils commencent donc par la cartouche la moins puissante. Les plombs qui seront tirés par Adam. Bon, c'est parti. Une bataille épique. Les plombs contre l'aquarium. Dans 3, 2, 1... Pour le prochain tir, il faudra qu'on mette des manches longues. J'ai reçu quelques éclats de verre. Regarde, j'ai des coupures. Paradoxalement, c'est Adam qui a été touché. Mais pas Buster. On dirait qu'il était plus à l'abri que toi. Le mannequin n'a subi aucun dommage. Et on comprend pourquoi sur ces images. Les plombs ont atteint l'aquarium à la vitesse de 396 mètres par seconde. Mais comme chaque plomb pèse moins d'1 gramme, ils sont stoppés par l'eau avant même d'atteindre la vitre arrière. Si cette vitre se brise, c'est uniquement à cause de l'onde de choc causée par le tir. C'est pour ça que Adam et le poisson étaient bien moins à l'abri que le mannequin Buster. On installe un nouvel aquarium de 120 litres dans les mêmes conditions que le premier. Et voilà mes jolis. J'adore ces poissons robots. Est-ce que Buster sera toujours aussi en sécurité face à la grande sœur de la cartouche de plomb? On passe maintenant à la chevrotine. Les billes de plomb qu'on trouve dans la cartouche font la taille d'une balle de 9 mm. D'après moi, ça pourrait bien traverser entièrement l'aquarium et atteindre notre mannequin. Jamie a revêtu sa tenue de combat. Il est temps de faire le test. Feu dans 3, 2, 1... La vitre arrière n'est pas cassée. J'ai même pas besoin d'aller prendre des nouvelles de notre ami. Chaque bille de plomb avait 12 fois plus d'énergie que celle contenue dans la cartouche de plomb. Pourtant, Buster a couru moins de risques. Et Adam a sa théorie sur ce sujet. Comment se fait-il que la chevrotine n'ait même pas traversé l'arrière de l'aquarium? Je pense savoir pourquoi. Quel est le but d'une balle? Elle est conçue pour traverser la chair. Et de quoi est constituée la chair? Eh bien, d'un peu de tendons, mais surtout d'eau. Et l'eau résiste à un impact proportionnellement à la vitesse de cet impact. Plus l'impact est rapide, plus l'eau oppose une résistance. C'est pour cette raison que la chevrotine a perdu quasiment toute sa vitesse sur les 30 cm de largeur de l'aquarium. Mais on n'a pas terminé.
il nous reste encore une cartouche à tester. Oui, pour notre troisième et dernier test, on passe au monstre. La cartouche à balles. Mais est-ce qu'elle ne sera pas arrêtée encore plus vite, elle aussi? Bon, c'est parti pour l'épisode cartouche à balles contre aquarium. La bataille finale. En joue! Je l'ai dans le viseur. Et 3, 2, 1... Elle a traversé! Il est clair que cette cartouche a fait bien plus de dégâts que la chevrotine. Mais la balle est introuvable dans l'aquarium et dans Buster. Je vois pas de balle dans le mannequin. Heureusement, la caméra à ultra haute vitesse va pouvoir aider la science. Je viens de tirer une cartouche à balles sur l'aquarium. Comme pour les 2 premiers tirs, l'impact initial a créé une énorme onde de choc à l'intérieur de l'aquarium. Cette fois, contrairement aux 2 autres, la cartouche à balles n'a pas seulement brisé la vitre arrière, elle l'a également traversée. Mais comme on peut le voir sur les images filmées par la caméra à haute vitesse, la balle perd toute sa vitesse dans la foulée. Elle tombe donc vers le sol au lieu de poursuivre sa route vers notre mannequin en gel. Je pense donc pouvoir affirmer que la cartouche à balles ne peut pas non plus traverser un aquarium et se révéler mortelle. Cette conclusion n'est que plus définitive, une fois que Jimmy retrouve la balle sur le sol. Je l'ai. Voici la balle après avoir traversé l'aquarium. Elle s'est écrasée et est devenue plate comme une crêpe. C'est vous dire la pression incroyable qu'elle a subie pendant qu'elle traversait l'eau. Elle a réussi à traverser la vitre arrière, mais de justesse, vraiment. Faisons le point maintenant. En quoi un aquarium peut être à l'épreuve des balles? Est-ce qu'on a prouvé que c'était le cas aujourd'hui? Si on parle d'un fusil à pompe, alors oui. Ce qui est incroyable d'ailleurs. On s'en va maintenant. D'accord. 1! Wouh! Adam et Jimmy procèdent à leur tout dernier test Ça, c'est de la bombe! avec un grand boom. Ils vont vérifier si les explosions simultanées de 2 bombes de charge égale peuvent réellement s'annuler. Grâce à une première explosion, ils ont des données de référence. Les résultats sont clairs. Le premier capteur a enregistré une pression de 9,3 bars. Cette pression va en décroissant jusqu'à atteindre 1,7 bars sur le dernier capteur. Pour notre prochain test, au lieu d'une explosion unique, on va déclencher 2 bombes. Elles seront à égale distance des capteurs et exploseront exactement en même temps. La pression enregistrée par les capteurs va forcément changer. À quel point, on l'ignore. Ça peut augmenter ou diminuer ou ça peut s'annuler. C'est ce qu'on cherche à découvrir. Pour cela, Adam et Jimmy récupèrent ce qu'ils peuvent du premier test. 3, 4... C'est bon. Trop cool! J'avais pas envie de devoir les remplacer. Ils préparent le matériel pour le second test, C'est bon. mais Adam est déjà inquiet. On plaisante souvent dans l'émission en disant que l'échec est toujours une option. Aujourd'hui, dans ce cas particulier, ce n'est pas le cas. Je vais vous expliquer. Quand on dit que l'échec est une option, c'est parce qu'on ne sait jamais comment les choses vont tourner. En fait, on devrait préciser que l'on parle de nos attentes quand on dit que l'échec est une option. Peu importe le résultat, pas vrai? Mais on ne peut pas survivre à un échec dans notre méthodologie. Pour ce test, la méthodologie est primordiale. Il faut absolument que les 2 bombes explosent exactement en même temps et à la même distance des capteurs. Sans ça, les résultats ne seront pas fiables. Si on échoue, ça va nous demander un sacré boulot de retenter l'expérience. Pour obtenir 2 explosions identiques, Adam et Jimmy utilisent exactement la même quantité d'explosifs. Ils placent les bombes à la même distance de la plateforme de capteur. Ils utilisent la même longueur de cordeau détonnant. Ainsi, ils ne laissent aucune place au hasard. Tout le monde à couvert! Est-ce que cela sera suffisant? C'est parti pour la double explosion. Dans 3, 2, 1, feu!
On est un peu déçus. J'ai appuyé sur le bouton et il ne s'est rien passé. Enfin, presque rien. On a vu l'étincelle parcourir le cordeau. Mais une fois arrivé à l'eau, ça s'est arrêté. Ça veut dire que le cordeau a été mouillé, alors qu'il n'aurait pas dû. Mais ce que ça veut dire surtout, c'est que quelqu'un va devoir nous payer un coup. C'est la règle dans ce genre de cas. Sans perdre de temps, ils remplacent le cordeau défectueux et sont prêts à faire un deuxième essai. C'est parti. Le décompte, monsieur Heinemann? D'accord. 2 explosions dont les effets s'annulent, peut-être, dans 3, 2, 1... Waouh! Je l'ai ressenti. Ouais. Ma carcasse a tremblé. Oh merde! À vitesse réelle, il est impossible de déterminer si l'expérience est un succès. Mais les images haute vitesse montrent que tout s'est déroulé à la perfection. C'était vraiment absolument magnifique. La caméra a filmé la scène à 4000 images par seconde sous cet angle. On peut regarder toute l'explosion image par image. Boum! On voit que les 2 explosions ont été simultanées et c'est exactement ce qu'on voulait. Il y a d'autres trucs cool au fur et à mesure des images. On peut voir les ondes de choc suite aux explosions qui forment 2 bulles. Quand elles prennent de l'ampleur, on peut voir une ligne grise au-dessus de l'eau. Et juste là, on voit la croix qui se forme à leur intersection. On a des capteurs juste là, donc on va savoir ce qui se passe exactement. Est-ce que la puissance augmente ou diminue? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je suis un peu surexcité, mais cette explosion m'a secoué. Je trouve ça carrément cool. La bonne nouvelle, c'est que les capteurs ont survécu. J'ai les infos. Sérieux? C'est bon. Mec, c'est trop cool! Une fois les données analysées, Adam est prêt à révéler le résultat. Bon, monsieur Heinemann, on a recueilli les données obtenues pendant cette double explosion et elles sont parfaites. Tu veux savoir? Oui. D'accord. Pour rappel, on a installé 7 capteurs pour enregistrer la pression à l'intersection des 2 ondes de choc. Pour la première explosion, le capteur numéro 4 a enregistré une pression de 3,5 bars. D'accord. Pour le deuxième test, tu ne vas pas croire le résultat. Ça a doublé? 7 bars. Ouais, j'avais raison. C'était ton pronostic? Bah, il y avait 2 ondes de choc, donc à l'intersection... Tu l'as dit devant la caméra? Non. Alors ça compte pas. Mais je viens de le dire, là, j'ai répondu avant. Oh non, non. Il veut jamais donner de pronostic avant les tests. C'est pas énorme. Ouais. C'est complètement l'opposé de la théorie. Ça ne s'annule pas, ça double l'impact. On a donc testé le mythe selon lequel 2 explosions identiques ayant lieu à distance égale s'annuleraient si on se trouve au milieu, pile à l'endroit où leurs ondes de choc se croisent. Là, on a démontré le contraire. En réalité, la pression est double. En physique, beaucoup de choses sont illogiques. Mais dans ce cas-là, tout est logique. La charge d'explosif est double et les 2 explosions ont lieu à proximité l'une de l'autre. C'est un peu comme 2 marteaux qui frappent l'un contre l'autre. Toute l'énergie se concentre pile au milieu, à l'endroit de l'impact. On n'a pas envie d'être là. Ce mythe est donc bidon. Ouais, on l'a réduit en poussière. Ouais, j'ai les oreilles qui sifflent. Ouais. Et je portais un casque.